Et salut à tous, on est de retour à Avantinissa, le podcast spécial sur l'OGC Nice. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. On peut dire qu'on s'ennuie pas avec l'OGC Nice. Et comme toujours, pour en parler avec moi, eh bien il y a Cédric. Salut Cédric. Salut Brice, salut les gars. Il y a aussi Sky. Salut Sky. Salut les gars. Et puis là, on va faire une spéciale Amine Gouiri, qui vient tout droit donc de l'Olympique lyonnais. Et avec nous pour en parler, eh bien il y a Sofiane Edifleck sur Twitter, animateur de Winamax Télé. Salut Sofiane. Salut à tous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être dans le centre de post-formation de l'Olympique lyonnais. ça commence fort là. Ça commence fort. Direct, allez, hop. Déjà on se met à l'aise dessus. On t'aggrave directement dans le podcast. Voilà. Allez, dans 2 minutes, ça taille Garcia, j'en suis sûr. Oula, ouais. Non, on va y aller. 2 minutes, c'est long déjà. Ouais, mais d'abord, oui, parce que d'abord, on va parler de l'info Mercato qui touche notamment l'OGC Nice, avec d'ailleurs quelques infos que tu pourras peut-être nous donner, notamment sur Melvin Barr, puisque Lotomba, qui est donc un latéral gauche, mais aussi latéral droit, il peut faire les deux. Aussi tout. Voilà, est en approche de l'OGC Nice. Bon, il est sur les tablettes depuis 2017, il va peut-être venir cette année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce joueur et surtout de la crédibilité de cette info? La crédibilité de l'info, c'est sorti par Nice Matin, donc Cédric te dirait qu'en fait, si Nice Matin parle, c'est que c'est fait. Ouais, voilà. Je pense, on les connaît un petit peu, pour les avoir côtoyés. donc oui, quand ils sortent une info, généralement, c'est qu'elle est vérifiée, revérifiée. Donc voilà. Mais voilà. Après, comme il a dit Sky, Lotomba, c'est suivi depuis 3 ans, depuis 2017, je crois. Donc, après, l'avantage, c'est comme tu disais, c'est un joueur qui a commencé à gauche, qui a évolué ensuite à droite, qui s'est repartagé à gauche. Donc, il va arriver un peu en doublure et en concurrence à la fois de Youssef Attal et de Hassan Kamara. Ce qui peut être en plus pratique, parce que Attal, on attend de voir s'il est capable de faire une saison entière au plus haut niveau sans se blesser. Kamara, il sort d'une super saison avec Reims, mais c'est un joueur qui a finalement assez peu d'expérience par rapport à son âge. Donc je pense que la concurrence sera ouverte, et puis si on a 50 matchs à jouer dans la saison avec l'Europa League, si qualification il y a, je pense que tout le monde pourra jouer sa 30aine de matchs. Ça sera voilà. C'est un joueur qui est assez jeune, Jordan Lotomba, il a 21 ans, donc il apprend sur le poste et qu'il succède à Youssef Attal l'année prochaine, par exemple, ça peut être pas mal. Et juste pour terminer, ça parle d'un deal qui se ferait autour des 7 millions d'euros. L'OGC Nice devait envoyer une nouvelle offre cette semaine pour conclure le deal. Donc c'est possible si volonté il y a. En tout cas, les deux clubs sont assez proches d'un accord, donc ça pourrait très très vite se faire. Après, il y a une anecdote sympa, c'est que Lotomba a été formé à Lausanne, le club, le second club de la famille Radcliffe. Donc potentiellement, il devrait toucher de l'argent en fait via le club de Lausanne sur l'achat en fait. Donc voilà, c'est de l'argent qui sort récupérer les indemnités de formation. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est une belle affaire alors. Donc ça voudrait dire que la piste Melvin Barr tombe à l'eau, ou il y aura compliqué, parce que voilà, il a dit Sky, il peut jouer des deux côtés. Il a beaucoup joué à gauche ces derniers temps, je crois. Donc il fait moite-moite globalement sur les dernières saisons. Il fait 50-50 entre droite et gauche. Après moi, tu me dis de suite là, tu signes le Lotomba pour doubler Attal et Bard pour doubler Kamara, je signe dès demain. Surtout que Bard, je suis pas sûr que Sofiane nous en parlera mieux, mais je suis pas sûr que ce soit très très cher, vu qu'il a l'air un peu comme Gouiri, assez placardisé à Lyon. Donc je sais pas trop. Vu qu'il y a Cornet qui joue à sa place. Ouais, non, mais si t'as vendu Gouiri à 7 millions d'euros, on en parlera après, mais c'est quand même une affaire. Je pense que au niveau de Bard, ce sera soit dans ces eaux-là, soit largement moins. Après, vous l'avez dit, si l'idée est de doubler les poches, je pense que c'est une très très bonne option, Melvin Barr, parce que je pense que contrairement à Gouiri, lui, il est pas prêt encore pour jouer tout de suite, en tout cas en tant que titulaire en Ligue 1. Mais pour être doublure derrière Hassan Kamara, qui est un très bon joueur d'ailleurs, qui a été suivi par l'OL, je trouve que c'est une bonne idée, bien sûr. Après, bien sûr, il y a un truc, c'est que il faut se dire que c'est un joueur perfectible. Melvin Barr, il faut pas s'attendre non plus à Lyon. Il a joué cette saison 60 minutes dans un match où Lyon était à 9 contre 11, c'était contre Nîmes. Il a encore besoin, bien sûr, de s'aguerrir au niveau professionnel. Donc, il faut pas s'attendre non plus à un titulaire en puissance, comme je pourrais le penser pour Amine Gouiri. Donc, en backup,
une idée qui me paraît intéressante à mais penser. Ça rentrerait bien dans la stratégie de prendre des jeunes prospects, ce que l'OGC Nice fait sur beaucoup de postes, de se dire on investit maintenant une somme modique et on développe le joueur pour que dans 2 ans ce soit notre titulaire au poste. Il a un côté, pour l'avoir vu jouer notamment jeune, il a un côté très perfectible parce que c'est un grand bosseur. Ce qui est pas forcément le cas de tous les joueurs qu'on sort, bien sûr, mais c'est un grand bosseur. Donc je le vois bien progresser du côté de Nice et sur ce que j'ai vu, dites-moi si je me trompe, hein, mais votre grand point faible sur les dernières saisons notamment, c'était la gauche, parce que même Malang Sarr, qui est plutôt un axial, je le voyais très souvent déporté à arrière gauche. Donc là, si tu as 5 Camara plus Melvin Barr, je trouve que c'est solide. C'est pas mal pour la saison. C'est solide. Mais voilà, pour répondre à la question initiale, je suis pas sûr que le GC Nice fasse à la fois Lotomba qui peut doubler des deux côtés, sachant qu'il y a encore Amash et Burner qui sont au club, et Colli dont l'option d'achat pour l'instant n'a pas été levée par Rafa Malicao. Donc je suis pas sûr qu'on s'engage déjà sur un dossier encore à plusieurs millions d'euros, même si c'est pas très cher, de rajouter un latéral dans l'équation. Voilà. Peut-être que Burner au final a gagné son droit de rester et lui aussi peut dépanner à gauche. Donc, surtout qu'en défense, il commence à avoir un peu embouteillage. On a du monde. C'est bien rempli et tant mieux. Côté milieu aussi, ça va bien se remplir parce qu'il y a apparemment encore l'arrivée d'un milieu de terrain, c'est Geoffrey Kondogbia, le centrafricain, non pas le français. C'est vrai que je me suis trompé la dernière fois sur Twitter, j'avoue. Il a été international français, mais vu qu'il a fait des amicaux, maintenant il est international centrafricain. Exactement. Ce qui est vraiment dommage pour l'équipe de France. Mais bon, ça a été révélé par notre ami Foot Vision. Donc c'est Martin. Voilà, je cherchais le prénom, mais voilà, c'est Martin de Foot Vision. Négociation en cours autour d'abord d'un prêt pour Geoffrey Kondogbia. Beaucoup disaient oui, mais il est titulaire à Valence, etc. Il faut savoir que Valence a des soucis de thunes, d'argent. Ils ont besoin de liquider et je pense que Kondogbia à Nice, ça serait juste parfait. En plus de Schneiderlin qui fait de très très belles passes latérales, lui, Geoffrey Kondogbia, ça serait juste merveilleux de l'avoir, ne serait-ce qu'en 8. Ouais, non, c'est Kondogbia. Bah voilà, tu l'as dit, hein, on sait que Valence a des problèmes d'argent. Mais justement sur ce point que ça me fait un peu tilter, c'est que ce prêt du coup, il serait pas très logique en fait, à moins d'un prêt avec une option automatique ou qui décalerait on va dire l'achat l'année prochaine. Mais s'ils ont là de rentrer trésorerie tout de suite. Voilà, je comprendrais pas qu'ils acceptent un prêt à moins qu'il ait un salaire mirobolant et qu'ils aient vraiment besoin de voilà, c'est ça. Donc je sais pas, mais en tout cas oui, bien sûr, évidemment, ça serait une excellente recrue. C'est pas exactement le même profil que Schneiderlin, hein, c'est plus un 8 qui se projette vers l'avant, qui a une vraie frappe de balle. Donc bien sûr qu'il serait complémentaire et que ça serait une excellente recrue. Moi, il y a une petite subtilité dans le contrat de Kondogbia qui me fait penser que ça serait possible. Après, c'est pas. Voilà. Si je devais mettre une pièce, je dirais non parce que ça me semble quand même très cher. Geoffrey Kondogbia, jusqu'à cette année, il a une clause libératoire à hauteur de 80 millions d'euros sur laquelle je pense que personne ne va s'aligner, et surtout pas l'OGC Nice. Ça, c'est clair. Par contre, il est sous contrat jusqu'en 2022, donc à l'été 2021, cette clause devient caduque et le prix, du coup, la négociation de prix sera ouverte et il lui restera plus qu'1 an de contrat. Donc, est-ce que Valence, s'il n'y a pas d'approche de club qui voudrait signer Kondogbia tout de suite cet été, serait pas assez enclin à accepter que Nice lui fasse une proposition d'un prêt avec une option d'achat assez valorisante pour ne pas se retrouver l'année prochaine avec des offres inférieures, ou bien ça serait l'occasion peut-être pour Kondogbia de prolonger son contrat d'1 an si nous on prend en charge le salaire pendant 1 an et du coup Valence se retrouver avec un joueur avec un plus long contrat à vendre l'été prochain. Enfin, voilà, il y a un peu une urgence aussi au niveau du contrat où ils doivent commencer à penser à la suite, soit le prolonger, soit le vendre. Donc il y a une petite ouverture. Après le format du prêt, moi je suis pas sûr qu'on va lâcher 25 millions d'euros sur un joueur cet été. On va en reparler ensuite après avec la rumeur suivante. Et après pour ce qui est du profil, je rejoins complètement Cédric de toute façon. Quel teasing, le teasing. Incroyable, je suis bouche bée. On va parler donc de Jérémy Boga. On dirait que t'as été bossé, hein, tu vois, c'est incroyable. Ah, c'est beau quand même. Hein.
C'est magnifique. Franchement, j'ai larme à l'œil. Jérémy Boga, la grosse cote pour remplacer donc Ounas, c'est lui ce joueur-là dont tu parlais. 25 millions d'euros, c'est ce que demande Sassuolo, son club. Je pense que c'est très cher pour Nice. Je pense que quitte à sortir ce prix-là, autant que tu achètes Ounas, qui est aux alentours de 20 millions. Il connaît déjà le club. Il y a le côté adaptation qui est déjà faite. Brice est parti là. Non, mais je suis pas sûr qu'on va être d'accord là. Mais si. Nous, on va être d'accord contre Brice. Si, je suis désolé. Tu prends un mec 25 millions. La comparaison, elle fait mal là. Ouh là là là. Eh ouais, mais c'est ça. Mais tu prends un mec. Non, mais je suis désolé. Tu prends un mec. Sofiane, on te laisse. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu veux prendre un mec de 25 millions. La comparaison, à la limite. Tu peux pas dire ça. Les Boga, le truc c'est que déjà il a un nombre de clubs sur lui, c'est effarant, je crois. Ouais, mais ça, la limite, c'est pas le prix qui posera problème à mon avis. C'est le salaire. C'est que j'ai vu Naples, j'ai vu Dortmund, j'ai vu. Il y a Chelsea qui veut faire jouer peut-être la clause aussi parce qu'ils ont une clause de rachat, il me semble. Bon, là, t'as beaucoup de clubs sur lui, et il y a aussi une autre donnée parce que moi je me suis beaucoup intéressé à lui. Parce que j'aime bien ce que fait Deserbi à Sassuolo, et je me suis dit tiens, pourquoi pas à Lyon, parce qu'on manque d'ailier, notamment d'ailier gauche. Lui il est rentré totalement dans le profil. Je comprends pourquoi tu veux me bloquer là-dessus. Tu le veux à Lyon, quoi. Non mais ouais, ça va. Écoute, justement ce que je veux dire, c'est que même à Lyon, c'est impossible, parce que apparemment de ce qu'on m'a dit, c'est que le mec ne veut absolument pas jouer en France, enfin revenir en France en tout cas. Donc je crois qu'il a des ambitions autres, notamment en Première Ligue ou dans un plus gros club en Serie A. Ouais. Et je le vois pas du tout revenir en France. En revanche, si j'avais à citer 5 noms sur la saison en termes de joueurs à prendre immédiatement, parce que la valeur va doubler à mon avis dans les prochaines années, lui je le mets dans le top 5, très sincèrement. Ah ouais, Chelsea qui activerait sa clause de rachat, peut-être même juste pour un côté financier, pour être sûr que de ne pas devoir le payer le triple dans 2 ans. Si c'est 25 millions au prix auquel il part, pour moi c'est une affaire vraiment en or. Parce que nous, le problème c'est qu'on a le souvenir de ce joueur à Rennes où ça avait été très compliqué, il n'était pas encore prêt, il avait été très très moyen. D'ailleurs, il y a une interview dans France Football où il en parle, où il avait beaucoup de mal à dribbler de manière intelligente. Aujourd'hui, c'est un joueur très efficace devant le but, dans la dernière passe. Il peut jouer ailier gauche, il peut aussi jouer dans l'axe, il peut jouer ailier droit. Et dans un effectif qui est pas impressionnant du côté de Sassuolo, dans un club qui est pas impressionnant non plus, il ressort mais d'une façon tellement impressionnante contre des gros clubs. Je me rappelle son match contre la Juve, contre l'Inter. C'est un joueur vraiment à suivre. À mon avis, ce sera pas en France. Mais lui aussi est trop gros pour Nice en plus, parce qu'il y a d'autres clubs. C'est un nom que un peu comme, pas comme Lotomba, parce que c'est pas du tout le même type de joueur, mais c'est un nom qui est beaucoup revenu à Nice, Boga. Oui. Déjà, parce qu'il avait pas encore cette cote-là. Il avait pas encore cette cote-là. Ah non, il avait pas cette cote-là. Je pense que c'était le bon plan il y a 2-2-3 ans, et de miser sur le développement. Quand il arrive à Rennes, on en parle à Nice. C'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait miser dessus. Là maintenant, c'est. Après, il était pas prêt du tout. Tu vois, c'est quand il arrive à Sassuolo, ses premiers matchs sont pas exceptionnels. Là, c'est vraiment, notamment cette saison, où il est vraiment impressionnant dans la dernière passe. Tu sens qu'il a gagné en maturité, etc. Donc il y a des moments pour prendre un joueur et pour ne pas le prendre. À la limite, il fallait essayer peut-être de bouger sur lui à l'hiver. Après, est-ce que ça aurait été possible ou non? Mais il a encore pris plus de valeur dans la deuxième partie de saison, avant le confinement. Donc 14 fois décisif, je crois, avec ça. Je suis en train de penser au niveau chronologie. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré Miziane à Jérémy Boga? Putain. Pardon. Ça c'est pas bien, Sofiane. Ça c'est pas bien, ça. Est-ce qu'on va parler de Miziane, parce que mon contrat m'oblige à balancer une saloperie par émission sur Miziane. Non mais je sais très bien l'état d'esprit que les Niçois ont autour de Maolida, parce qu'il y a un Niçois chez nous, un pote à moi. Je lui ai vendu Maolida comme un bon joueur, etc. Il en peut plus, donc ça je peux. Mais en fait, c'est sa nonchalance qui est très très compliquée déjà pour nous. Ouais, ça. C'est ce qui a posé problème. Son niveau, on nous avait prévenu. Ouais, c'est ce qui a posé problème à Lyon. Et si on avait fait le podcast avant son arrivée à Nice, je vous aurais dit exactement ça. Après, quand il arrive, on va pas faire un podcast sur Maolida, mais c'est vrai que le système de jeu qui avait été mis en place avec Saint-Maximin tout seul en pointe et 8 joueurs ou 9 joueurs derrière lui à une époque
avec Nice, ça n'a pas dû l'aider non plus. Mais il a ses torts aussi. Ce que je suis sûr, c'est que techniquement, il y a quelque chose. Après, bien sûr, il y en a qui passent pas le temps. Le club compte sur lui, hein. Le club mise encore, enfin, je dirais, il le placardise pas, quoi. Il pense qu'il a vraiment 10 millions. On a mis 10 millions sur lui, tu peux pas les jeter, hein. Non, mais sincèrement, 10 millions, là aujourd'hui, t'es dégoûté, etc. parce que ce que t'as vu te satisfait pas et je peux totalement l'entendre. En revanche, 10 millions pour un jeune joueur comme ça, il suffit, tu vois, que sur 6 mois, il se réveille un petit peu, tu fais vite la bascule aujourd'hui. Donc 10 millions, c'est pas non plus énorme. On a pris l'exemple Pléa, par exemple. Pléa qui avait eu ça a été moins long, on va dire. Mais Pléa, on l'a pas payé 10 millions non plus, Pléa, pour la comparaison. Mais pareil, il a mis un peu de temps à vraiment éclater, Pléa. Et quand il a éclaté, tu l'as vendu plus de 20 millions, quoi, directement. Ça peut aller très vite. C'est dommage parce que je pense que dans un système sur la deuxième partie de saison, vous étiez beaucoup mieux et peut-être que dans ce système-là, il aurait pu s'épanouir un peu plus, mais il a aussi ses torts, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, quand je voyais très souvent les matchs il y a 2 ans avec Saint-Max tout seul en pointe pour caricaturer et bloc. C'est pas une caricature, hein. Voilà, le bloc à passer la balle à Saint-Max et voilà. Voilà, le bloc à 30 mètres de lui, très franchement, c'est dur aussi pour un joueur comme ça. Hein, donc, non, c'est clair. On a fermé l'épisode 10, allez, du coup. Exactement. Allez, merci pour tout. Ciao. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Ça peut venir. On y croit encore. On espère. En tout cas, il fera partie des 24-25 joueurs pro pour la saison prochaine. Il va falloir rééquilibrer l'effectif. Donc là, on parlait des arrivées. Il va falloir parler des départs. Danilo vers la sortie. Apparemment, il aurait une porte de sortie vers le Sporting. C'est une grosse perte pour vous ou vu le recrutement qu'il y a eu, c'est pas si grave que ça, il peut partir et ça récupère un peu de thunes. Moi je garderais Danilo, hein. Franchement, au milieu, dans la rotation. En plus, il peut dépanner en défense centrale, on l'a vu l'année dernière qu'il a vraiment bien dépanné à ce poste, mais au milieu c'est tellement jeune derrière on va dire les 3 titulaires actuels. Derrière Schneiderlin, c'est vrai qu'au poste de numéro 6, t'as tout de suite Kefren Thuram. Tes seuls remplaçants là pour l'instant, c'est quoi? C'est Thuram, c'est Trouillet, c'est Makengo qui revient de près et qui va sûrement repartir. C'est très très jeune derrière les 3 titulaires. Donc moi Danilo, voilà. Après il faudra avoir l'offre et puis s'il a envie de partir. Je pense pas qu'il se contente d'une place dans la rotation. T'as quand même mis 10 millions sur lui. Si par miracle t'arrives à en récupérer 6 ou 7. Parce que c'est pas le moment de récupérer une partie de ton investissement. Mais là, actuellement, et de réinvestir sur quelqu'un d'autre. Là, on va dire qu'actuellement, tes 3 titulaires, si tu recrutes personne d'autre, on va dire que tu pars sur Schneiderlin, Lesmelou et Boudaoui, on va dire, je pense, sur qui le club compte beaucoup. Où tu vois Danilo prendre la place d'un des, enfin, pas Schneiderlin, mais tu vois Danilo devant Lesmelou, devant Boudaoui. Non, mais il aura sa place dans la rotation assez souvent, par contre, ça c'est sûr. Oui, mais vu le prix que tu l'as payé, est-ce que tu profites pas pour cachetonner un peu, tu récupères tes 6-7 millions si tu y arrives, tu les réinvestis sur un joueur plus jeune avec plus de potentiel. Ouais, voilà, non, enfin. Et lui, je pense qu'il a d'autres aspirations. Il va retourner au Portugal, là où il avait fait une bonne saison avec Braga. Moi, je pense qu'il faut faire la place pour ce genre de joueur et on parlera de Cyprien aussi après, ça sera la même chose. Et recruter un gros numéro 8. Donc, je sais pas si ça sera Kondogbia ou un autre joueur, mais voilà. À la limite, garder Lesmelou, ça on a déjà fait le débat 10 fois. Pourquoi pas, hein. Il sort d'une bonne saison, donc c'est le moment de le garder aussi. Mais les joueurs entre deux en défense centrale, Danilo, il va pas passer devant Bambou qu'on vient d'acheter. T'as Pelmar derrière aussi qui cherche à éclore. Moi, je trouve que l'horizon se bouge pour lui. C'est pas que c'est un mauvais joueur, mais il acceptera sûrement pas ce rôle de couteau suisse un peu. Voilà, comme t'as dit. Encore une fois, toi financièrement, si tu acceptes le fait qu'il soit dans le groupe de 18, c'est-à-dire tu acceptes le fait qu'il va partir libre un jour et tu t'asseoir sur ton pognon définitivement. Ouais, c'est ça. Après, il t'aura apporté. Il faut recruter encore un milieu de terrain, je pense. Au moins, si c'est pas de la rotation, voilà. Il faut recruter autant qu'il y a de départ. Donc, si tu arrives à faire partir Cyprien et Danilo, il t'en faut 2. Cyprien, d'ailleurs, normalement, il doit partir vers l'étranger, évidemment, mais apparemment, il y aurait Séville qui serait sur le coup. Donc, évidemment, tu as quand même des clubs français qui sont chauds. On parlait de Lyon, même si je
je le vois pas trop dans le moule lyonnais. C'est ça en fait. Prendre la tête avec le gang des Lyonnais au bout de 3 jours. Mais Rennes était très très chaud. Mais on voit mal Rennes, en fait. malgré la Coupe d'Europe, mettre 15-20 millions. Ouais. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est qu'en France, tu fais très vite le tour en fait des clubs susceptibles de pouvoir acheter à ce prix-là. Oui, mais Marseille n'aura pas envie d'attendre. Est-ce que lui aura envie d'attendre Lyon à ce poste? Lyon à ce poste-là, je vous le dis, c'est bouché. Ouais, voilà. C'est vraiment le poste. Paris, tu oublies Lille. Je pense que lui a des envies d'étranger aussi. Hein. Ouais. Je pense. Je pense aussi. Il a fait le tour en France. Et que, voilà. Mais voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'il a envie d'attendre l'ouverture des marchés internationaux qui vont ouvrir tard, entre fin juillet et août, selon les pays. C'est-à-dire qu'il va rester bloqué. Là, il part même pas. On l'a appris il y a quelques instants, mais il part même pas en stage à Divonne avec le groupe. RL aussi. Il faut rappeler qu'il y a aussi RL aussi, effectivement. Au moins, le message est clair pour les deux, quoi. Ouais, ça c'est. Voilà. Est-ce que c'est pour les pousser au départ? Est-ce que c'est parce que Cyprien, avec le Covid, s'est entraîné à part jusque-là, donc aucun intérêt de le faire monter dans le groupe. Nice Matin, en tout cas, parle comme quoi ils sont sur les vers le départ et qui sont poussés vers la sortie, quoi. En tout cas. Donc voilà, moi ça me semble compliqué pour lui d'attendre 1 mois et demi une porte de sortie. Donc si on a une qui se présente avant, pourquoi pas la France. Mais après il peut toujours signer le contrat. Il peut toujours signer le contrat, l'accord de principe, tout ça. C'est pas parce qu'il y aura d'ailleurs une pause de 1 mois aussi dans le mercato français, c'est une belle merde ça aussi, mais bon. Passons. Ça peut faire comme Schneiderlin au final. Oui, comme Schneiderlin, oui, voilà. On a dû négocier avec Everton l'autorisation, bien sûr. Voilà, ça va se passer comme ça, je pense. Mais les transferts sont faits. Tu sais très bien que, moi je disais pas ça dans le sens valider le contrat, mais dans le sens où le mercato c'est aussi un peu un jeu de dames. C'est tu déplaces un pion qui va libérer une place quelque part et tout. C'est une émulation qui se crée. Donc si Séville qui le suivait déjà il y a plusieurs mois se décide, cette fois c'est la bonne, on mise dessus, il peut partir tout de suite et ça sera très bien pour lui comme pour nous. S'il faut attendre que le marché anglais commence à se libérer, que les plus petits clubs récupèrent le pognon des plus grands clubs, que les joueurs s'en aillent et tout, il risque d'être là jusqu'au mois d'août. Donc voilà. On verra. Après, je pense que s'il est comme ça, un peu blacklisté du stage et tout, c'est que peut-être il y a avancé aussi pour lui. Voilà, c'est peut-être un peu avancé. Il y a déjà des discussions, ils veulent pas le blesser ou ils veulent pas que ça merde à un moment. Et oui, bien sûr. Parce que c'est pas non plus des cas sociaux de l'effectif. Je veux dire, voilà, s'ils sont sur les mêmes peu de côté, c'est que peut-être il y a des touches et que on va les laisser négocier. Ils vont pas créer une espèce de loft pour les mettre dedans, genre on vous met dedans, vous entraînez et puis voilà. Ce que tu disais sur les 24-25 joueurs pro, c'était une déclaration du président River dans la conférence de présentation des recrues. Julien Fournier en avait déjà parlé avant. Là vraiment, Nice a peut-être une recrue près là qui devrait, si c'est Lotomba par exemple, arriver dans le week-end ou la semaine prochaine, va passer dans la phase 2 de son mercato qui va consister à dégraisser l'effectif. Il y a Ibrahim Cissé qui a été prêté là sans option d'achat en Ligue 2, donc ça passe aussi par ce genre de mouvement. Mais il va falloir vendre pour faire la place aux prochaines arrivées de toute façon. Là, on va freiner, je pense, jusqu'à ce qu'on redescende. C'est pas financier, c'est plus, comme tu as dit, un rééquilibrage de l'effectif. Quoi. Bien sûr. C'est pas bon d'avoir trop de joueurs. Si tu empiles les latéraux, mais que tu n'arrives pas à vendre Colis, tu n'arrives pas à prêter Amash, tu empiles les milieux, mais tu gardes Danilo et Cyprien, c'est une masse salariale de Lofter qui est quand même assez importante. Exactement. Et tu peux même créer aussi des problèmes au sein de l'effectif, entre joueurs, etc. Tu sais, voilà, c'est pas bon en tout cas. On va parler de l'arrivée de l'entraîneur de l'équipe réserve en National 3, c'est Johan Louvel, responsable depuis 3 ans de l'académie Mohamed VI au Maroc, essentiel de la carrière au Havre, où il a connu notamment Digard, voilà, Mandanda, Marez, Ferland et Benjamin Mendy. C'est une très très bonne nouvelle en tout cas pour la National 3 et pour cette équipe réserve. Il retrouvera Digard d'ailleurs. Ouais, il est eu 19, 17 je crois. Ouais, c'est ça. Ou 17, 17, ouais. Donc c'est bien. Très bonne nouvelle qui s'inscrit aussi dans la suite du retour de Manu Pires l'année dernière. Donc voilà, on investit sur la formation. C'est vrai qu'on est un peu nous de l'extérieur, on a l'impression qu'on est un peu dans un creux générationnel où au final depuis Malansar et même les générations un peu avant avec Cosilo, tout ça. Depuis la Gambardella. Depuis la génération Gambardella et celle dans les années tout de suite après, on a vraiment du mal à sortir des jeunes au niveau
au niveau titulaire chez nous. On va s'inscrire dans une politique de post-formation. Le recrutement de Flavius Daniliuk l'a illustré. Il devrait y avoir d'autres joueurs comme ça qui vont arriver. Il y avait Trouillet dont tu as parlé tout à l'heure, Cédric aussi. Mais du coup, c'est important de remettre des moyens et des gens compétents au centre pour que les jeunes qu'on recrute maintenant et qui sont peut-être dans les catégories U15, U17, qu'on arrive dans quelques années à les voir en pro. Bah, surtout qu'en plus de ça, tu viens du Havre, le Havre, niveau centre de formation, voilà. C'est l'une des plus réputées, oui. C'est parti des mieux avec Lyon, mais on est déjà le centre de post-formation de Lyon. Donc maintenant, on va se diversifier. Ah bah écoute, encore un magnifique teasing, mon cher Sky, parce que ça y est, on va parler de Amine Gouiri avec Sofiane, Eddy Fleck sur Twitter, et donc animateur de Winamax Télé, supporter surtout, supporter lyonnais. T'as dû passer une sale saison, je pense, quand même, là. Ouais, je crois que c'est la pire jamais vécue, là. Non, mais au-delà des résultats, t'as les croisés de Reine Adélaïde, les croisés de Depay. Ouais, bien sûr. Après, t'as la place de 7e, bien évidemment. T'as l'échec Silvino remplacé par The Monster, là. Donc, non, mais si t'empiles tout, c'est quand même... je suis très superstitieux, donc je considère que c'est un retour de karma sur quelque chose. Donc parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont empilées. Bien sûr, là, Amine Gouiri, c'est un peu pas la cerise sur le gâteau, mais c'est une feuille en plus sur le millefeuille, on va dire. Ouais. Mais que tu nous dises rapidement, mais en fait, Amine Gouiri, nous, on connaît le nom un peu de l'extérieur, s'intéresse un peu au foot, et que, de toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est un ou deux Lyonnais dans ta TL. On va souvent passer le nom des jeunes, Cacré, Gouiri, tous ceux dont vous êtes plein de pas les voir jouer cette saison, en fait, du coup. Mais c'est vraiment un énorme, scratch, en fait. Alors, en fait, on sait quand Youth League ça marche et tout, mais vous sortez tellement de joueurs qu'on a du mal à se dire est-ce que c'est Benzema ou est-ce que c'est Midiane, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que c'est bien que je puisse parler comme ça sur ce genre de podcast, parce que de l'extérieur, les supporters peuvent pas forcément comprendre. L'idée, c'est pas de dire que c'est Benzema ou que c'est Midiane. C'est pas vraiment ça. Je pense que déjà, il faut savoir que chez les Twittos lyonnais, il y a dans la masse, il y a beaucoup de gars qui suivent de très très près les jeunes du club. Mais quand je te dis de très près, c'est qu'ils vont voir tous les matchs et qu'ils les connaissent très bien depuis les catégories, depuis leur début. Tu vois. Donc il y a une vraie expertise à ce niveau-là. Moi, je parle pas pour moi, hein. Je parle vraiment pour d'autres qui maîtrisent très bien ce sujet-là. Donc vraiment, il faut prendre dans le contexte où aujourd'hui il y a un désamour entre les supporters, entre pas mal de supporters lyonnais et le club. Et c'est aussi, ça se répercute sur cette idée que on voit de moins en moins de jeunes lyonnais dans le 11, alors que le storytelling, c'est que le centre de formation est extraordinaire et que c'est un des meilleurs d'Europe. Donc tu vois, il l'est exactement, il l'est, c'est pas faux. Pourtant, je mange pas toutes les soupes, mais celle-là, elle est réelle. Le truc, c'est que depuis Rémi Garde, je sais pas, il y a une stat qui est passée, à part Diakabi et Aouar, qui ont été des réguliers, il y a aucun jeune qui est vraiment sorti du lot ou à qui on a donné sa chance. Il y a Cacré un peu, non? Cacré? Ouais, un peu, non? Oh non, Cacré, il a joué quelques matchs cette saison, il a été sorti du groupe alors que c'était le meilleur au milieu de terrain, il a été sorti du groupe sur les 6 derniers matchs, il est 4 ou 5 fois sur le banc. Mais bref, je pense qu'il va percer quand même parce que c'est un gros talent. Mais il faut que les supporters externes, hors OL, comprennent. En gros, c'est un contexte global de club qui est en train de se détourner de sa formation, et ça chauffe un petit peu tout le monde parce que c'est quand même la marque d'identité très importante à l'OL sur les périodes Rémi Garde, bien sûr, mais même avant, dans les 7 titres, tu avais toujours des petits jeunes qui sortaient, même qui étaient moyens, hein, comme Mounier, Pied, Ferry. Ceux qu'on a récupéré derrière, quasiment. C'est ça. Il n'y a pas eu que des Karim Benzema, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté identité qui est très important à l'OL et qu'on retrouve de moins en moins sur les dernières saisons. En plus, quand tu cumules à ça l'arrivée de coachs comme Rudy Garcia qui n'ont rien à voir avec l'Olympique Lyonnais, c'est plus une accumulation de choses qui font qu'il y a une grande frustration à ce niveau-là. Et bien sûr, Amine Gouiri, c'est très important parce que tu me demandes, ouais, mais on l'a vu qu'en Youth League. Le truc, c'est comme je te disais, la grande majorité des supporters lyonnais suivent les jeunes vraiment depuis très tôt. Et lui, si tu regardes les réactions à son départ chez les joueurs passés par l'OL, t'as énormément de réactions, comme très rarement.
que ce soit Fekir, que ce soit des joueurs qu'on connaît un petit peu moins, qui ont été en jeune avec lui. Donc il avait une grosse réputation à ce niveau-là, et il était vraiment vu comme un gros potentiel. Et après, le truc, c'est que... Pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y. Non, je disais en plus, le truc que tu disais par rapport aux réactions, c'est que ça a fait tilter chez vous aussi. C'est le fameux tweet d'Olas qui le compare à Benzema et qui l'enfonce en disant qu'il bougera pas. Après, il avait fait pareil pour Plea, il avait fait pareil pour Martial. Il a l'habitude de faire son tweet 2 mois avant vendre un joueur. Non, mais il va s'imposer dans l'institution OL. Non, mais là, pour un mec comme Gouiri, comme ça, qui doit être assez apprécié, parce qu'il est sur depuis très longtemps en plus, forcément, ça fait grincer, quoi. C'est ça. Après, on détaillera pourquoi aussi c'est très frustrant. C'est que t'as certains jeunes à une certaine période, quand l'équipe elle tourne très bien et qu'il y a des tauliers, tu peux comprendre que le gamin il ait un peu plus de mal à s'imposer. Quand tu vois la quantité de caves qu'il y a dans ce 11 quand même, non mais c'est vrai, sur la majorité de la saison, et je le dis de manière très libre, c'est très difficile à comprendre, notamment après les croisés de Depay qui a libéré donc une place en numéro 9, et tu voyais Moussa Dembélé qui est un attaquant que j'aime beaucoup, mais qui faisait 90 minutes à chaque match et qui finissait sur les rotules. Tu peux pas me dire que tu peux pas donner plus de 1 minute de jeu, ce qui est la réalité. Ils ont donné 1 minute de jeu à Amine Gouiri cette saison. Donc en Ligue 1, je parle. Donc exactement. Donc c'est une frustration. Et d'ailleurs, il a joué en coupe contre Toulouse, par exemple, je crois 80 minutes, en tout cas une bonne partie du match. Et il avait été excellent, même s'il n'avait pas marqué, il avait été excellent. Donc il y a une frustration qui est il y a de moins en moins de jeunes, donc on perd ce côté identité lyonnaise dans le club. Donc ça frustre beaucoup les gens, les supporters. Bien sûr, t'as parlé d'Olas, donc tout ce truc communication, ça aussi, ça commence à chauffer de plus en plus les supporters. Et t'as ce côté aussi sportivement, c'est pas du tout logique de ne pas voir Amine Gouiri cette saison à partir de janvier. Il commence à être de plus en plus intéressant. J'allais te demander, parce qu'en plus, avec Kadewere et Toko Ekambi, vous mettez pas mal d'argent quand même sur les postes offensifs. C'est-à-dire, si vous aviez personne derrière, tant pis, il faut blinder. On a prévu de vendre Depay, donc avec l'argent, on prend deux joueurs, ça pourrait se comprendre. Mais là, vous avez quand même Gouiri. Je pense pas que vous ayez non plus de l'argent illimité, même si le stade vous en rapporte. Mais là, faute de Coupe d'Europe, ça va être faute de Ligue des Champions, parce que c'est pas ce que rapporte l'Europa League. Ça va. Moi, c'est vraiment au niveau même financier où je comprends pas je comprends pas du tout l'idée. Tu fais bien. Il y a un autre, tu vois, en autre exemple, par exemple, il y a Pierre Kaloulou, là, le joueur lyonnais qui est parti au Milan, sans signer son premier contrat pro. Devant lui, en latéral droit, il avait Raphaël qui ne met plus un pied devant l'autre, il avait Tété qui ne met plus un pied devant l'autre, et Dubois qui a eu les croisés pendant la première partie de saison. Et lui, il a fait qu'un seul groupe professionnel. Donc tu vois, c'est une accumulation d'incohérences sportives comme celle-là qui font penser aux supporters lyonnais, une bonne partie, que on se détourne de plus en plus du centre. Et faut pas non plus tomber dans la caricature inverse. Je pense que moi, je vais parler pour moi, mais je demande pas à Amine Gouiri titulaire 30 matchs sur 38. Je demande simplement, est-ce que c'est possible, Monsieur Garcia, de le voir 1 minute supplémentaire ou pas, tu vois, de doubler son temps de jeu. Donc 1 minute sur la saison, c'est parfaitement ridicule. Surtout quand t'as un Dembélé qui est rincé parce que il a tout donné. Donc, et puis tu l'as dit tout à l'heure en plus, Sofiane, que vous avez un poste un peu qui dépérit, c'est le poste d'ailier gauche. Mais par contre, vous achetez Kadewere pour encore empiler un 9. Après, Kadewere en soi, c'est pas celui qui me gêne le plus. Moi, ce qui m'a dérangé le plus, c'est le profil de Toko Ekambi, qui est recruté en hiver, qui est ni un ailier, ni un 9. C'est pas un mauvais joueur. Ce que je veux dire, c'est qu'il joue à des demi-postes. Donc, tu te demandes pourquoi t'as en réserve un jeune comme Amine Gouiri. Bertrand Traoré encore, non, en fait. Bertrand Traoré, pour le coup, c'est un vrai ailier. Bon, lui, il se considère 9, mais pour moi, c'est un vrai ailier. Mais bref, non, mais voilà, il y a aussi un problème de timing parce que tu me demandes, Gouiri, on l'a vu quand Youth League, et t'as totalement raison. Et c'est aussi un joueur qui a passé toutes les catégories équipe de France jeune. Chaque palier les a passés en plantant des buts à chaque fois. Alors bien sûr, ça t'apporte pas une garantie parce qu'on a vu plein de joueurs flamber chez les jeunes, mais il a quelque chose de supplémentaire si tu le vois jouer, c'est qu'il a une finesse technique très intéressante, il a un QI foot très intéressant, et ça c'est rare. Et puis quand tu parles, quand t'entends ces éducateurs parler, les joueurs qui l'ont côtoyé, etc., ça ne trompe pas, sa qualité, elle est réelle.
Alors après, on parlera de ces croisés qui l'ont un petit peu stoppé, mais il a eu le contre-coup là en première partie de saison. C'est pour ça qu'on l'a très peu vu avec Silvinho. Mais depuis le mois de décembre, où il rentre contre Toulouse et ensuite il fait une très bonne partie, deuxième partie de saison chez les jeunes. Là, il méritait vraiment, et je pense qu'il est de retour à son niveau physique optimum. Ouais, du coup, on allait te poser la question, du coup, est-ce qu'après ces croisés, il était bien revenu? Donc, du coup, tu t'as répondu. Mais différemment, parce que faut savoir que son profil, c'est un joueur de surface à la base. C'est un joueur qui mange les espaces, qui est très très fort face au but, et il s'est fait connaître comme ça depuis ses croisés, son retour à la compétition. Il a tendance à, peut-être parce qu'il veut se rassurer et se montrer, parce qu'il ne faisait plus de groupe, il a tendance à descendre très très bas sur le terrain et de remonter le ballon balle au pied. Et c'est pas dans ce registre-là qu'il est le meilleur, même si on a vu au niveau des dribbles, il part souvent de la gauche, il met des lucarnes, etc. Il est très intéressant aussi. Mais je pense que c'est plus un joueur de surface qui joue en soutien d'un attaquant ou qui peut aussi jouer seul, bien sûr, qui deviendra, à mon avis, un très très gros joueur. Et pour toi, pardon, vas-y. Ouais, on va poser la même question. Ouais. Donc pour toi, c'est possible qu'il joue en soutien de Dolberg, ça peut être c'est fait. Un bon duo. Ouais, forcément. Oui. Après, on l'a vu alors sur son équipe de France ou chez les jeunes à l'OL. Alors c'est un profil qui joue très bien en remise. Attention, je vais comparer au profil, je compare pas les niveaux, mais Firmino, c'est un joueur qui joue en remise, mais qui est capable de jouer seul. Donc Gouiri a aussi cette capacité à jouer seul parce qu'il est très bon dans la surface, il est très bon en dribble, même s'il en abuse un petit peu depuis son retour des croisés, mais il est capable de jouer seul. En revanche, je suis persuadé qu'il est meilleur avec un gars à côté de lui, parce que il le ferait jouer un gars intelligent comme Dolberg qui prend aussi la profondeur. Je pense que les deux, ça se marierait très bien. Après, vous savez très bien qu'un dispositif en 4-4-2 aujourd'hui, c'est plutôt rare. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est capable d'être neuf. Et même, j'ai vu chez vous la question posée, est-ce qu'il est capable de jouer sur le côté? Il faut savoir que sur ses premières apparitions, quand il débute avec Genesio, qui rentre en jeu quelques quarts d'heure, c'est la saison 2017-2018, il me semble, il rentre très souvent ailier gauche. Et il est plutôt bon d'ailleurs, ailier gauche. Après, je pense qu'il est meilleur, et surtout depuis son retour de croisé, je pense qu'il est meilleur dans la surface quand même. Donc du coup, il va avoir du temps de jeu, c'est ça aussi, sa polyvalence va lui permettre d'avoir du temps de jeu, je pense, parce qu'il pourra doubler le poste de Dolberg et il pourra avoir des minutes aussi sur les côtés. Donc c'est bien, c'est bien d'avoir cette polyvalence devant. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'à mon avis, il aura, puisqu'il a été acheté, il aura la confiance, il aura de la place. Je pense que Vieira, au niveau de la gestion des jeunes, dites-moi si je me trompe, mais il est pas manchot. Je pense qu'il peut le gérer correctement. Il n'hésite pas à lancer. Nous, la révélation de la saison, c'est Boudaoui qui avait aucune saison en Europe. Qui est un joueur très, qui est un joueur à polir, tu vois. Tu sens qu'il n'est pas fini. Voilà, il n'est pas fini, même s'il est très intéressant. Et Gouiri, je pense qu'il est quand même beaucoup plus évolué. Après, ce qui a aussi frustré les Lyonnais, c'est cette histoire de très peu de minutes jouées depuis son retour de blessure. Et t'en as qui te disent, c'est bien de le vendre parce qu'on sait jamais comment on se remet des croisés. Bien évidemment, on sait jamais comment on se remet des croisés. Mais il y a plein de joueurs qui, après les croisés, s'en sont sortis. Oui, ça te coûte pas de l'argent de tester un peu ton joueur, quoi. Un peu qui est sorti du centre de formation et tout, en plus. Donc, c'est tout bénéf pour toi. C'est tout bénéf. Après, Lyon était aussi, à mon avis, assez... déjà, la saison, elle est compliquée. Donc, Silvinho n'a pas eu le temps, lui, de le lancer. En plus, je vous ai dit, sur la première partie de saison, il a subi le contre-coup de sa blessure. C'était difficile. Quand Garcia arrive, lui, son objectif, c'est de se sauver lui-même. Donc, intégrer Amine Gouiri dans son effectif, c'est pas forcément son... En plus, je suis même pas sûr qu'il le connaissait vraiment. Je suis pas sûr que ce soit son premier objectif. Donc, il est victime d'un timing difficile. Et son retour de blessure, je pense que ça aussi, tu sais, la jurisprudence Fekir qui a fait beaucoup de mal à ce niveau-là et la vente qu'on a connue au Betis, il y a aussi ça qui a, à mon avis, qui a incité le club à s'en débarrasser. Mais je suis persuadé aujourd'hui vraiment que c'est une énorme erreur. Et une bonne nouvelle pour Nice alors. Le truc, c'est que alors, il faut faire attention parce que Maolida, vraiment, lui, déjà, il était plus âgé que Gouiri, et c'est un profil qui est particulier, qui arrive aussi à un moment, on en a parlé tout à l'heure,
où le jeu le mettait pas forcément en avant. Lui aussi, il a un problème de nonchalance et il doit être recadré à ce niveau-là. En revanche, Gouiri, je me dis que déjà d'une part, quand tu sors des croisés, là j'ai regardé un reportage sur sa gestion des croisés, tu sens le gros bosseur, tu sens le mec qui avait envie de revenir très fort. Il revient vite, hein, mine de rien là déjà. Ouais, il met quand même presque 7 mois, mais ce que je veux dire, mais il enchaîne depuis, il a pas eu de pépins musculaires comme ça arrive souvent, donc pas du tout. Il a tout de suite joué en équipe de France. Je crois que c'était l'Euro, si je me trompe pas. Et donc il a enchaîné très vite, il a été plutôt bon. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais ce qui le dessert aussi un petit peu, c'est que vu que c'est un taulier chez les formations de jeunes, il fait très souvent les compétitions estivales avec l'équipe de France. Et c'est vrai qu'il rate un petit peu les préparations du côté de l'OL. Et je pense que ça l'a desservi à plusieurs moments, notamment l'été dernier avec Silvino, qu'il a récupéré donc pour les matchs amicaux où Gouiri n'avait pas marqué. Donc il s'était pas montré, mais il n'avait pas été mauvais. Mais je pense que pour un attaquant, faut se tâter pour se montrer, malheureusement. Et ça l'a un petit peu desservi. Il a subi ce contre-coup. Donc quelque part, le fait d'être taulier en équipe de France Espoir l'a souvent, mine de rien, desservi. Voilà. Mais je suis persuadé que le contre-coup est passé de sa blessure et que là, il est bien physiquement, il est prêt physiquement et à mon avis, vous allez pouvoir faire du bon travail. Est-ce que selon toi, on doit attendre de le voir régulièrement cette saison? Dans le sens, est-ce que c'est un jeune encore à polir? S'il fait ses 10-15 matchs, déjà c'est bien et on doit être un peu plus patient que ça avec lui, ou on peut tout de suite le voir apparaître 20-30 fois, toute compétition confondue dans le 11? Pas forcément titulaire, mais enfin le voir rentrer même régulièrement en fin de match à la place de Dolberg ou quelque chose comme ça. Ouais, là, tu vois, j'ai un peu peur de me mouiller pour 2 raisons. C'est que d'une part, nous, on l'a pas assez vu. On t'en voudra pas, hein, mais. non, mais je te donne les raisons. On l'a pas assez vu depuis son retour de blessure. Donc, je suis incapable je sais qu'il a de la qualité, qu'il est de retour physiquement, mais est-ce qu'il est capable d'enchaîner 10-15 matchs comme ça d'affilée? Ça, je ne sais pas parce qu'il l'a pas fait. En revanche, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'il est prêt pour la Ligue 1. Parce que saison 2017-2018, quand il rentre de plus en plus dans les groupes avec Genesio, il fait des entrées de 15 minutes, il est très intéressant. Et il se blesse en avril 2018, mais sinon, la saison 2018-2019, je suis prêt à mettre ma main coupée qu'il aurait été vraiment dans les plans beaucoup plus. C'est ce qui était prévu en tout cas, parce qu'il était très intéressant, qu'il rentrait de mieux en mieux. Et la suite logique, ça aurait été de le voir de plus en plus. Donc, ce qui est sûr pour moi, et en plus, on l'a vu un petit peu, c'était Toulouse, donc c'est difficile de se baser sur ça, mais vraiment tu sens qu'il a de la qualité et qu'il est prêt pour la L1. Après, pour enchaîner, je veux pas mettre un gros billet sur ça, mais je pense que plus on le verra, plus il va prendre de la confiance et plus il y aura de chance de le voir enchaîner assez rapidement. Bon, pour toi, en tout cas, il sera dans le groupe pro, il va pas faire l'aller-retour avec la réserve. C'était ça la question. Si vous l'avez pris en plus avec une logique de pourcentage à la revente, donc je pense que Lyon se dit qu'il y a une possibilité qu'il pète aussi de ce côté-là. Donc franchement, après il y a aussi nos données sans vouloir mépriser votre effectif, c'est que à Lyon il a Dembélé et Depay devant lui en numéro 9. À Nice il a Dolberg qui a un joueur il peut manger Ganago rapidement derrière Dolberg. Il peut manger assez facilement des minutes quand même. Et puis exactement comme de par sa polyvalence, comme on l'a dit tout à l'heure, évidemment qu'il va avoir du temps de jeu. Dès demain. Exactement. On verra demain. Je peux vous assurer qu'il y a un paquet de Lyonnais qui ont le maillot et qui sont prêts à exulter sur son but. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Twitter risque de ramasser demain, je pense, les comptes d'Olas. Ils vont le faire sauter, Olas. Ça va charcler, je pense. En tout cas, encore une transition toute trouvée. Ouais. Pour le match, exactement. Lyon-Nice, ça sera le premier match amical pour Lyon, du moins pour Nice, en tout cas. Schneiderlin, qui lui est trop court. Bambou, il a eu le Covid, donc tous les deux, ils sont absents. Au niveau du match, ça sera plus une petite remise en forme. Faut pas attendre beaucoup de choses de ce match, non? Moi, pour rajouter au niveau des absents, il y a aussi Ensoki, Claude Maurice et Miziane qui sont un peu gênés aux ischios. Qui sont. C'est vrai, je parlais des recrues, mais ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Mais qui partent pas en stage, donc effectivement. Ouais, ils partent en stage avec le truc, mais ils seront pas dans le
seront pas dans le 11 demain, quoi. Enfin, ils joueront pas. Voilà. Après, oui, bien sûr que il faudra pas les défendre en flèche demain si c'est un peu dégueulasse. Mais j'espère quand même, j'espère voir quand même quelque chose, quoi. Si c'est abominable, je le dirai quand même, je pense. Un petit peu. Il va se griffer le visage, Cédric. Non, mais voilà. On va attendre forcément les recrues, notamment Hassan Camara, qu'on connaît assez peu à Nice, même si on l'a vu en Ligue 1 cette année, mais voir si enfin on va pouvoir vivre le premier match depuis 3 ans sans avoir envie de se griffer le visage au poste d'arrière gauche. Donc ce sera déjà peut-être le premier soulagement. Après, bon, il y a pas d'enjeu si ce n'est attendre un doublé de Gouiri, juste pour le fun, quoi. Mais c'est à peu près c'est le seul enjeu, je pense. Ouais, non, là tu parles d'un truc dont j'ai rêvé pendant des années, donc ça risque de vous faire mal de le voir avec notre maillot quand même, hein, je pense, non? Bon, bien sûr, mais je crois qu'on a l'habitude. Après, tu sais, faut faire attention parce que moi j'ai ma parole qui est comme ça, mais tu trouveras aussi beaucoup de Lyonnais qui diront que faut arrêter de pleurer sur les départs des gamins, le club ne s'est jamais trompé, etc. Faut quand même préciser qu'il y a un autre, il y a un autre côté, c'est sûr, il y a un autre côté. Mais il y a une autre donnée, c'est que on a beaucoup vu les mêmes échos que toi quand même, hein. On a beaucoup regardé les supporters lyonnais qui disaient sur lui. Parce qu'il y a un truc, c'est que quand un jeune se barre du club, un jeune à potentiel que tu pouvais voir un petit peu plus dans le club et qui se barre ailleurs, pour moi, c'est quoi qu'il arrive, même s'il est en échec ailleurs, c'est un échec pour le club parce que t'as pas su l'intégrer, parce que c'est un gamin de ton centre, etc. Et que tu t'es même pas donné l'espoir, enfin la possibilité de voir s'il allait évoluer dans ton club. Donc c'est pas parce que le gamin qui est formé chez toi et qui débute ailleurs, et on sait les difficultés pour un jeune formé dans un centre et qui débute ailleurs, de changer de club après 10 ans dans le même club. Exactement, s'il est en échec ailleurs, c'est pour ça que Maolida, on met un petit peu un bémol par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même une difficulté d'adaptation qui n'est pas à négliger, surtout dans le contexte lyonnais qui est très particulier au niveau du centre. Donc c'est pas parce qu'un joueur ne réussit pas à l'étranger que c'est une pipe. Peut-être qu'il lui faut un peu plus de temps. C'est pour ça que Maolida, je préfère temporiser, et que Gouiri, je suis quand même assez confiant, mais n'attendez pas R9 sur les 5 premiers matchs. Non, c'est juste, mais je pense que voilà. Juste contre vous pour le petit clin d'œil et voir le torrent de larmes sur Twitter. Après, pour Rola, c'est pour Garcia, quoi. Juste pour ce match, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai une question à te poser en tant que supporter lyonnais. Vous aussi, ça vous a saoulé quand même au LAS là pendant le Covid ou ça se passe comment? Moi, de toute façon, c'est même pas question de Covid. Là, on est. Tu vois, il est en roue libre depuis 2 ans. Bon, ouais. Toi, tu parles de ça comme si c'était la saison 1. Moi, j'en suis à la saison 27. Hein, oui, voilà. Ouais, non, mais cette année quand même, il a été. Il a été beaucoup plus présent, je trouve, hein, cette année. Le problème, c'est que au fond, je pense que c'est celui qui avait le moins tort au final. Le problème, c'est qu'il a des sorties qui sont de plus en plus régulières, de plus en plus incompréhensibles, et parfois tu comprends un truc le jour et le lendemain c'est l'inverse. Donc il a un gros problème de communication et ça ne limite pas la communication externe, c'est même communication pour ses supporters qui commencent à chauffer un petit peu, beaucoup de supporters, de plus en plus en tout cas. Donc c'est sûr quand tu es dans la surcommunication, plus personne ne t'écoute au bout d'un moment. Et c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, c'est que même si j'étais persuadé qu'il n'avait pas de tort sur toute la ligne, j'avais même pas envie d'aller avec lui, quoi. Ouais. Vraiment. Blasé totalement de son discours. On a un peu parlé des attentes de Nice pour ce match. C'est quoi les attentes côté lyonnais? Parce que je suis assez surpris. On a pas mal balayé du coup la saison de Lyon à travers Gouiri, tout ça. À aucun moment on a parlé de la Ligue des Champions. Avec toute la merde qui s'est passée cette saison chez vous, ça vous en a dégoûté d'une Ligue des Champions qui est réussie pour l'instant et qui pourrait même devenir, je vais pas dire historique parce que c'est un grand mot, mais plus que réussi si vous négociez bien le match retour face à la Juve. De toute façon, t'es dans une situation qui d'un niveau planétaire qui est incroyable. Donc oui. C'est très difficile à analyser. Même si tu dis oui, 8e de finale contre la Juve, mais il faut voir comment on sort de la phase de groupe. On est pratiquement c'est le Leipzig qui nous donne le ticket pour les 8e. Donc bien sûr, faut le prendre, il y a pas de souci. Hein. Mais c'est quand même à contextualiser. Contre la Juve, tu fais un match où sur la deuxième mi-temps, t'es à 10 derrière.
là aussi c'est bien de gagner contre la Juve, mais on a bien vu aussi que cette saison au Turin, la Juventus Turin, c'est très 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 moyen. Donc c'est aussi à contextualiser. Mais malgré ça, tu peux arriver à une demi-finale, à une finale. En plus, ça se joue sur un match à chaque fois. En direct, ouais. Donc moi, sincèrement, si Lyon, que ce soit, si on gagne une finale de coupe, puisqu'on est encore en coupe. En plus, il y a un trophée à aller chercher avec la Coupe de la Ligue. Donc, je te jure, aujourd'hui, là, on est le 3 juillet, je sais même pas comment je pourrais analyser ce truc-là. Vraiment. Tellement c'est n'importe quoi toute cette saison et qu'au final, dans des circonstances planétaires, sanitaires exceptionnelles, tu parviens malgré tout à gagner un titre. Déjà, je suis même pas sûr de le souhaiter pour des raisons. C'est ça qui est dramatique. Ce que j'allais dire, là, tu pourrais te dire, allez, la saison a été dégueulasse pour des tas de raisons, Aulas, Garcia, machin. Mais dans un mois, s'il faut, on a une Coupe de la Ligue et on est en demi-finale ou même ne serait-ce qu'en quart de finale de Ligue des Champions. Tu pourrais te dire, c'est une saison ultra réussie. T'aurais peut-être signé pour ça au mois d'août dernier. Ouais, mais je suis très extrémiste sur ce genre de truc. On comprend, on est un peu pareil. Non, mais même je vais passer pour un pourri gâté et tout, parce qu'il y a plein de clubs qui galèrent beaucoup plus que Lyon, et ça j'en ai conscience, pas de souci. Mais moi je peux pas cautionner, j'ai du mal à cautionner un succès avec un coach que je déteste. Mais vraiment, professionnellement, il ne m'intéresse pas, ce qu'il met en place, ça ne m'intéresse pas, et je me reconnais pas vraiment dans le personnage, même pas du tout. Donc si ça gagne, tant mieux. Tu vois, je vais pas faire la gueule, y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'espère pas. Et c'est terrible, c'est terrible à dire. L'union sacrée, en fait. Non, voilà, ouais. C'est terrible à dire quand t'aimes un club et tout, mais bon, tu vois, il y a des principes, il y a pas que les résultats qui comptent, et voilà, l'histoire que t'as avec ton club est très importante aussi. Et moi, je me reconnais pas dans ce qui est mis en place, donc je suis toujours de manière assidue. Bien sûr, parce que c'est mon club de cœur, mais il y a des périodes où je me reconnais pas du tout, donc je vais pas forcer, quoi. Et ça peut vous arriver aussi quand vous serez riche. Non, mais je veux dire, c'est. Non, mais riche on l'est déjà presque. Hein. Oui, voilà, oui. Non, puis ça ressemble déjà un peu à notre relation avec Vira, Cédric et moi. Hein. Mais enfin. Ouais. Voilà, c'est ça. J'en parle pas. Non, c'est ça. Ça me manque un peu mes montées comme ça au stade où je me transforme un peu, tu sais. Mais ouais, Vira, oui, c'est compliqué avec Vira aussi. Hein. On va voir cette année. Hein. Malheureusement, Nice n'est pas pareil. Qu'est-ce que tu veux dire après une 7e et une 5e place? Une 5e place la plus chassée de l'histoire, hein, mais tu t'en fous, tu l'as ta place. Voilà. Mais je veux dire, tu l'as ta place. Elle est faite comme ça, tu l'as. C'est ta 5e place, tu verras. Le projet niçois, le prochain en Europa League. Voilà. Mais au final, je trouve qu'il vous ressent quand même. Il y a une adéquation entre lui et vous en termes de. C'est un coach qui apprend. On est d'accord. Bien sûr. Mais c'est justement. Le projet niçois et lyonnais n'est pas du tout le même. Il n'est pas du tout le même. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes en construction d'un projet, etc. Et lui, il est aussi en train de se construire en tant que coach. Moi, j'ai été aussi très déçu après le recrutement intéressant que vous aviez fait avec Claude Maurice, Dolberg, etc. par son jeu. Et je l'avais dit d'ailleurs dans un tweet. Et il m'enthousiasme pas du tout. Mais je me dis que, tu vois, c'est un nouveau coach. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité pour lui aussi de progresser avec vous? C'est pas désespéré pour lui, mais dis-toi que en sortant de 2 ans avec Lucien Favre, voilà, c'est ça, on n'était pas prévenus, on aurait dû se mouiller la nuque. Hein, parce que, bien sûr, mais je peux quand même préciser aux supporters niçois que j'ai un rêve pour moi. Enchaîner Lucien Favre et Patrick Vieira, ça aurait été une forme de rêve du côté de l'OL. Hein. Donc j'aurais signé tous les jours. Genesio, Garcia, mais Favre, moi je retourne le chercher hein, quand il va de fou, hein, j'y vais en bagnole, je m'en fous s'il faut. Il va peut-être se faire virer. Mais Favre, fais gaffe Cédric, parce que Favre la 3e saison, c'est souvent difficile. Hein. Donc peut-être que vous êtes arrêté au bon moment. Je te jure, ça a été. Enfin, après voilà, il avait des joueurs exceptionnels qui marchaient sur l'eau à ce moment-là. Tu as des Belanda, des Seri, des Balotelli, qui tout allait bien avec lui en fait. Mais honnêtement, on a vu des trucs au stade. Enfin, moi j'ai 35 ans, j'avais jamais vu ça quoi. C'est mon top 3 de ce que je voulais à Lyon. Quand je te dis que la victoire contre Paris le 3-1. Mais quand je dis qu'on surclasse Paris, on surclasse Paris vraiment. Il voyait pas le jour. Il pouvait pas gagner ce match-là. C'était impossible. C'est voilà. Je veux dire, quand tu vois ça, tu te dis, ce mec-là en fait, tu le bétonnes, tu lui files le RIB du chèque, tu lui dis t'achètes qui tu veux et ça s'arrête là quoi. Tu peux pas le laisser partir. Mais bon,
tu lui prends au badier Srafi, quoi, hein, on va dire. Ah, Sky, on a perdu Sky, ça y est, il s'est défenestré, je crois. Non, j'ai pas envie de réagir sur Srafi. Désolé. non, mais voilà, mais bon. On coupera. C'est comme ça, On coupera, voilà. Non, mais ouais. C'est comme ça, il faut passer, c'est surtout ça, en fait, qui est compliqué avec Vira, c'est qu'il passe après un bâtisseur comme Puel et un Favre qui nous a fait vivre des très belles années. T'as lâché le nom de Satan en présence d'un Lyonnais. Ouais, c'est ça. En parlant de Puel, les gars. Ah ouais, non, mais moi, Puel demi-finale Ligue des Champions avec Lyon, quand même. Non, mais en plus, il arrive à une période où c'est fin de cycle à l'OL et il essaye de faire bouger les choses. Le problème, c'est qu'en termes de communication, il a pas mis il y allait un peu trop fort. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à Saint-Etienne et ça lui a causé quelques torts. Mais en soi, je pense que le pire, c'est que c'est un des coachs les plus compétents que l'OL a eu sur les années 2000. Ça me paraît être une évidence. Ça lui allait très bien, Nice, au final. Un effectif jeune, possibilité de... il y avait Ben Arfa aussi qui marchait sur l'eau, il lui a donné les clés. Donc, ouais. T'enlèves l'épisode de Puel, il a une statue, hein. Puel a dit ça. Ouais, bien sûr. En tout cas, les gars, c'était formidable ce podcast. On a parlé un peu de tout et c'était vraiment top. On retient que Amine Gouiri est quasiment prêt pour la Ligue 1. Il va lui falloir pas mal de matchs pour encore mieux s'aguerrir. Et en tout cas, on tient à te remercier, Sofiane, pour avoir été avec nous pour ce podcast. Merci à vous, c'est un plaisir. Je vous souhaite une excellente saison. Essayez de finir sur le podium, mais derrière nous, si possible. Oula, t'inquiète pas. Allez, ça marche aussi. Allez, on se nouvelle à la troisième. Ouais, franchement, dessus. Allez, merci les gars. Ciao. Salut.